Le 17 septembre 1987, Marguerite Fontaine, professeure de 42 ans, quitte son appartement dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon pour se rendre à son travail. Elle ne reviendra jamais. Son sac à main est retrouvé sur un banc du parc de la Tête d'Or, quelques heures plus tard, intact, avec son portefeuille, ses clés et ses papiers d'identité. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucune explication. Pendant 16 années, sa fille Claire vivra avec cette absence inexplicable jusqu'à ce que le décès d'un voisin discret, Henri Leclerc, révèle l'existence d'une valise cachée dans le grenier de l'immeuble. À l'intérieur, des dizaines de journaux intimes couvrant plus de 20 ans. Et dans celui de 1987, des annotations méticuleuses qui vont enfin éclairer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ce que Henri avait vu, entendu et choisi de taire. Pourquoi un homme apparemment ordinaire garderait-il le silence sur la disparition de sa voisine pendant toutes ces années? Et qu'est-ce que ces mots, écrits à l'encre bleue dans un cahier défraîchi, allaient révéler sur les derniers jours de Marguerite Fontaine? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon 1987. La ville connaît une période de transformation urbaine. Le quartier de la Croix-Rousse, ancien bastion des Canutes, ces ouvriers de la soie qui avaient façonné l'identité lyonnaise au XIXe siècle, conserve encore son caractère populaire malgré une gentrification progressive. Les traboules, ces passages secrets qui traversent les immeubles, rappellent une époque révolue. Les pentes raides qui montent vers le plateau sont bordées d'immeubles aux façades ocre et beige, construits entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. C'est dans l'un de ces bâtiments, au numéro 28 de la montée Saint-Sébastien, que vivait Marguerite Fontaine depuis 1972. L'immeuble comptait 5 étages sans ascenseur, une caractéristique commune dans ce quartier pentu. Les appartements étaient modestes, mais bien entretenus. Le rez-de-chaussée abritait une petite boulangerie qui embaumait le quartier dès 5 heures du matin. Au premier étage vivait une famille nombreuse, les Arnaud, avec leurs 4 enfants, dont les cris résonnaient régulièrement dans la cage d'escalier. Le deuxième étage était occupé par un couple de retraités, les Mercier, discrets et courtois. Marguerite habitait au 3e étage, appartement B, un 3 pièces donnant sur la rue. Juste à côté, appartement A, vivait Henri Leclerc, 58 ans, célibataire, ancien employé des postes, ayant pris sa retraite anticipée 2 ans plus tôt pour raison de santé. Le 4e étage accueillait un jeune couple d'enseignants, et le 5e, sous les toits, était divisé en 2 chambres de bonne occupées par des étudiants. Marguerite Fontaine était née à Villeurbanne en 1945, quelques mois après la libération de Lyon. Fille unique d'un cheminot et d'une couturière, elle avait grandi dans un environnement modeste mais aimant. Excellente élève, elle avait obtenu son baccalauréat en 1963, puis suivi des études de lettres classiques à l'université Lyon 2. En 1968, elle avait décroché un poste de professeur de français et de latin dans un lycée de la région. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains qu'elle portait en chignon strict, aux yeux noisettes derrière des lunettes à monture dorée. Sa garde-robe se composait essentiellement de jupes longues, de chemisiers sobres et de cardigans. Elle incarnait l'image classique de l'enseignante dévouée et discrète. En 1969, elle avait épousé Alain Chevalier, un représentant commercial de 8 ans son aîné. Leur fille Claire était née en avril 1971. Les premières années du mariage semblaient heureuses, du moins en apparence. Le couple avait emménagé dans l'appartement de la Croix-Rousse en 1972. Mais progressivement, des tensions étaient apparues. Alain voyageait beaucoup pour son travail, parfois absent plusieurs semaines d'affilée. Quand il rentrait, son humeur était imprévisible. Les voisins commencèrent à entendre des éclats de voix à travers les murs.
Madame Mercier, du 2e étage, confia plus tard aux enquêteurs qu'elle avait parfois entendu des bruits de dispute, des portes qui claquaient, mais qu'elle n'était jamais intervenue, considérant que c'était une affaire privée. En 1984, après 15 ans de mariage, Marguerite avait demandé le divorce. Une décision courageuse pour l'époque, surtout dans un milieu conservateur comme celui de l'enseignement. Le divorce avait été prononcé en mars 1984. Alain avait quitté l'appartement, mais était resté à Lyon, dans le quartier de Vaez. Il avait un droit de visite pour Claire, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Cependant, ces visites étaient devenues de plus en plus irrégulières. Claire, qui avait alors 13 ans, avait mal vécu cette période. Adolescente sensible et introvertie, elle s'était repliée sur ses études et ses livres. Marguerite avait trouvé un équilibre dans sa vie de mère célibataire. Elle enseignait le français et le latin dans une école de la banlieue lyonnaise, prenait le bus numéro 33 chaque matin à 7h15, rentrait vers 18h. Les soirs, elle corrigeait des copies, préparait ses cours, aidait Claire avec ses devoirs. Les week-ends, elles allaient parfois se promener au parc de la Tête d'Or, visitaient des expositions au musée des Beaux-Arts ou au musée Gadagne. C'était une vie simple, structurée, prévisible, exactement comme Marguerite l'aimait après des années de turbulences conjugales. Henri Leclerc, le voisin de palier, était un homme effacé que la plupart des résidents connaissaient à peine. De taille petite, légèrement voûté, il portait invariablement un pantalon de velours côtelé et un pull à col roulé, été comme hiver. Ses cheveux gris étaient toujours soigneusement peignés en arrière. Il avait travaillé pendant 35 ans comme guichetier dans différents bureaux de poste lyonnais avant de prendre une retraite anticipée en 1985 en raison de problèmes cardiaques. Célibataire, sans enfant, il menait une existence solitaire rythmée par des habitudes immuables. Chaque matin, à 8 heures précises, il descendait acheter sa baguette et son journal à la boulangerie du rez-de-chaussée. Il lisait Le Progrès de la première à la dernière page, en buvant son café. L'après-midi, il écoutait France Inter sur son transistor. Le soir, il regardait le journal télévisé de 20h sur Antenne 2, puis se couchait vers 22h. Ce que personne ne savait, c'est qu'Henri tenait un journal intime depuis 1963, année de sa première affectation postale. Dans ses cahiers à spirale achetés en grande surface, il consignait méticuleusement les événements de sa journée, les conversations entendues, les gens croisés, les observations les plus banales, une pratique qu'il avait commencé par ennui et qui était devenue une nécessité psychologique, sa façon de donner un sens à une existence qu'il jugeait lui-même monotone. Les murs de l'immeuble de la Croix-Rousse étaient minces. Henri entendait tout. Les disputes des Arnaud au premier étage, les discussions conjugales des Mercier. Et surtout, la vie de Marguerite et Claire, juste de l'autre côté du mur de son salon. Le mardi 15 septembre 1987, la journée de Marguerite avait commencé comme toutes les autres. Elle s'était levée à 6h30, avait préparé le petit déjeuner pour Claire qui devait partir au lycée, puis s'était habillée d'une jupe grise et d'un chemisier blanc. À 7h15 précise, elle avait quitté l'appartement avec son sac à main en cuir marron, sa sacoche de professeur contenant les copies à rendre et son parapluie car les prévisions annonçaient de la pluie. Henri, qui prenait son café en lisant le journal, l'avait entendu fermer sa porte à clé, descendre l'escalier d'un pas pressé. Il avait jeté un œil à travers son judas par habitude et l'avait aperçue brièvement de dos. C'était la dernière fois qu'il la voyait. La journée s'était déroulée normalement à l'école. Marguerite avait donné 3 cours ce jour-là, de 8h à midi, puis de 14h à 16h. Ses collègues la décrivirent plus tard comme étant dans son état habituel, ni particulièrement joyeuse, ni préoccupée. Elle avait déjeuné à la cantine avec une autre enseignante, Sylvie Gauthier, professeure d'histoire avec qui elle entretenait une relation cordiale. Elles avaient parlé de la rentrée scolaire, des nouveaux élèves, rien de remarquable.
Marguerite avait mentionné qu'elle devait passer à la poste après les cours pour envoyer un colis à sa mère qui vivait désormais en maison de retraite à Bron. À 16h15, Marguerite avait quitté l'établissement. Plusieurs élèves l'avaient vue attendre le bus. Elle était montée dans le 33 à 16h28, selon les souvenirs du chauffeur interrogé plus tard. Le trajet durait environ 35 minutes, jusqu'à son arrêt habituel, place de la Croix-Rousse. Mais Marguerite n'était pas descendue à cet arrêt. Le chauffeur se souvenait vaguement qu'une femme correspondant à sa description était descendue quelques arrêts plus tôt, près du parc de la Tête d'Or, vers 17h05. Pourquoi avait-elle changé son itinéraire habituel? C'était la première anomalie. Claire était rentrée du lycée vers 17h30. Elle avait trouvé l'appartement vide, ce qui n'était pas inhabituel. Sa mère faisait parfois des courses en rentrant. Mais à 19h, alors que l'obscurité tombait sur Lyon et qu'une pluie fine commençait à mouiller les pavés, Marguerite n'était toujours pas là. Claire avait commencé à s'inquiéter vers 19h30. Elle avait frappé à la porte d'Henri pour lui demander s'il avait vu sa mère. Henri avait ouvert, surpris, et avait répondu qu'il l'avait entendu partir le matin comme d'habitude, mais ne l'avait pas entendu rentrer. Il avait proposé à Claire d'attendre encore un peu, suggérant que peut-être sa mère avait eu un empêchement, une réunion de dernière minute à l'école. À 20h30, la panique de Claire était palpable. Ce n'était pas dans les habitudes de sa mère de ne pas prévenir, de ne pas téléphoner. Elle avait essayé de joindre l'école, mais personne ne répondait à cette heure tardive. Elle avait alors pensé à appeler son père. Alain Chevalier avait décroché après plusieurs sonneries. Sa voix était pâteuse, comme s'il avait bu. Quand Claire lui avait expliqué que sa mère n'était pas rentrée, il avait eu une réaction étrange. Un silence prolongé, puis une question. Elle a pris des affaires? Claire avait vérifié. Non, rien ne semblait manquer. Les vêtements de Marguerite étaient tous dans l'armoire, sa valise sous le lit, sa brosse à dents dans la salle de bain. Alain avait alors dit quelque chose que Claire n'oublierait jamais. Alors, elle va revenir. Puis, il avait raccroché. À 22h, Claire avait appelé la police. Un agent du commissariat du 4e arrondissement avait pris sa déposition par téléphone. Pour les adultes, il fallait attendre 48 heures avant de pouvoir officiellement déclarer une disparition inquiétante, lui avait-on expliqué. Mais vu qu'il s'agissait d'une mère de famille avec un comportement habituel très régulier, ils enverraient une patrouille vérifier le trajet habituel dès le lendemain matin. Cette nuit-là, Claire n'avait pas dormi. Elle était restée assise sur le canapé du salon, sursautant au moindre bruit dans l'escalier, espérant entendre la clé tourner dans la serrure. Henri, de l'autre côté du mur, n'avait pas dormi non plus. Il entendait les sanglots étouffés de l'adolescente. Et dans son cahier, à la lueur de sa lampe de chevet, il écrivait des mots qu'il ne montrerait à personne pendant 16 ans. Le mercredi 16 septembre au matin, vers 7h, un agent de police municipale, effectuant sa ronde dans le parc de la Tête d'Or, avait découvert un sac à main sur un banc près du lac. Un sac en cuir marron. Il l'avait ouvert et trouvé un portefeuille contenant une carte d'identité au nom de Marguerite Fontaine, née Collet, 42 ans, résident 28 Montée Saint-Sébastien. Il y avait également un trousseau de clés, un tube de rouge à lèvres, un paquet de mouchoirs en papier, un petit carnet d'adresses et un porte-monnaie contenant 137 francs. Tout était intact, aucun signe de vol. Le sac n'était pas mouillé malgré la pluie de la veille, ce qui indiquait qu'il avait été déposé là récemment, ou qu'il avait été protégé puis replacé. L'information était remontée rapidement au commissariat. À 9h30, 2 inspecteurs sonnaient à la porte de l'appartement de la Croix-Rousse. Claire, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie, leur avait ouvert. Elle avait identifié le sac comme étant celui de sa mère. L'inspecteur Julien Garnier, 45 ans, 20 ans de métier, avait immédiatement compris que ce n'était pas une simple fugue. Une femme de 42 ans, professeure, mère responsable, ne laisse pas son sac avec tous ses papiers sur un banc public et disparaît volontairement. Pas de cette manière. Les recherches avaient commencé immédiatement.
Le parc de la Tête d'Or, poumon vert de Lyon s'étendant sur plus de 100 hectares, avait été ratissé par des équipes cynophiles. Le lac avait été sondé. Les cerfs, le zoo, tous les recoins du parc avaient été inspectés. Rien. Parallèlement, des enquêteurs interrogeaient les habitués du parc, les gardiens, les vendeurs de glace, les promeneurs réguliers. Quelqu'un avait-il vu Marguerite Fontaine la veille en fin d'après-midi, une femme de 42 ans, cheveux châtains en chignon, lunettes dorées, jupe grise, chemisier blanc, tenant un parapluie? Un témoin s'était manifesté le lendemain, un jogger qui faisait son parcours quotidien dans le parc. Il se souvenait avoir vu, vers 17h30 le mardi, une femme assise sur un banc près du lac. Elle correspondait à la description. Elle était seule, regardait l'eau. Elle semblait attendre quelqu'un. Le jogger était repassé 20 minutes plus tard, et elle n'était plus là. C'était tout ce dont il se souvenait. Il n'avait vu personne s'approcher d'elle, aucune scène suspecte. L'enquête de voisinage avait révélé peu d'éléments. Les Mercier n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Les Arnaud non plus. Les étudiants du 5e étage étaient rarement présents. Quant à Henri Leclerc, il avait déclaré aux policiers qu'il avait entendu Marguerite partir le matin, mais ne l'avait pas entendue rentrer. Il n'avait rien remarqué de particulier les jours précédents. C'était une voisine discrète, avec qui il échangeait occasionnellement quelques politesses dans l'escalier. Il avait répondu aux questions calmement, méthodiquement, comme un ancien fonctionnaire habitué aux procédures administratives. L'ex-mari, Alain Chevalier, avait été interrogé dès le jeudi. C'était toujours la première piste dans une disparition, le conjoint ou l'ex-conjoint. Alain vivait seul dans un studio à Vaise. Il travaillait comme représentant pour une entreprise de fournitures industrielles. Son alibi pour le mardi soir était flou. Il prétendait être rentré chez lui vers 18h après une journée de rendez-vous clients dans la région, mais personne ne pouvait le confirmer. Il vivait seul, n'avait pas de téléphone fixe, donc pas de relevé d'appel pour vérifier ses déclarations. Il affirmait n'avoir eu aucun contact avec Marguerite depuis plusieurs semaines. Leur dernière conversation remontait au mois d'août. Une discussion téléphonique brève à propos des vacances scolaires de Claire. L'inspecteur Garnier avait senti quelque chose d'étrange chez Alain Chevalier. Pas nécessairement de la culpabilité, mais une absence d'émotion déconcertante. Quand on lui avait annoncé la disparition de son ex-femme, mère de sa fille, il n'avait montré ni inquiétude, ni surprise. Juste une espèce de résignation, comme si c'était quelque chose qui l'attendait, mais sans preuve, sans mobile clair, sans témoin, impossible de le considérer comme suspect. On avait vérifié son casier judiciaire. Une condamnation pour violence conjugale en 1982, 2 ans avant le divorce, suite à une plainte de Marguerite qu'elle avait ensuite retirée. Une main courante pour harcèlement en 1984, déposée par Marguerite après le divorce, mais jamais suivie d'une plainte formelle. Les jours puis les semaines avaient passé. L'école où enseignait Marguerite avait été inspectée, son bureau fouillé avec l'autorisation de la direction. On avait trouvé des cahiers de préparation de cours, des copies corrigées, des livres de littérature, rien d'inhabituel. Ses collègues confirmaient tous la même chose. Marguerite était une enseignante consciencieuse, appréciée, discrète dans sa vie privée. Personne ne lui connaissait de relations sentimentales depuis son divorce. Elle n'avait pas d'ennemis, pas de conflits, une vie sans histoire. Le mystère s'épaississait. Pourquoi Marguerite était-elle descendue du bus au parc de la Tête d'Or au lieu de rentrer directement chez elle? Avait-elle rendez-vous avec quelqu'un? Et si oui, avec qui? Son agenda personnel, retrouvé dans son bureau à l'école, ne mentionnait rien pour ce mardi soir. Et pourquoi son sac avait-il été laissé sur ce banc? Geste volontaire de sa part pour signifier quelque chose? Ou quelqu'un d'autre l'avait-il déposé là pour brouiller les pistes? 3 mois après la disparition, en décembre 1987, l'enquête marquait le pas. Les pistes s'étaient toutes révélées infructueuses. Les témoignages se contredisaient. Les recherches dans les environs de Lyon n'avaient rien donné. Le dossier restait ouvert, mais passait progressivement au second plan face à d'autres affaires plus récentes. Claire,
placée sous la tutelle de sa grand-mère maternelle, qui avait quitté la maison de retraite pour venir s'occuper d'elle, essayait tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie. Mais l'absence de réponse était plus douloureuse que n'importe quelle vérité. Et dans l'appartement voisin, Henri Leclerc continuait d'écrire dans son journal, soir après soir, des mots que personne ne lirait. Les années qui suivirent la disparition de Marguerite Fontaine transformèrent profondément la vie de ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Claire, qui n'avait que 16 ans au moment des faits, dut grandir avec ce vide béant, cette question sans réponse qui l'accompagnait à chaque instant. Sa grand-mère maternelle, Simone Collet, alors âgée de 68 ans, avait quitté sa maison de retraite de Bronn pour s'installer dans l'appartement de la Croix-Rousse. Une décision difficile pour cette femme dont la santé déclinait, mais elle ne pouvait imaginer laisser sa petite fille seule. Les premiers mois furent les plus durs. Claire refusait de toucher aux affaires de sa mère, comme si les déplacer signifiait accepter son absence définitive. La chambre de Marguerite resta intacte, porte fermée, pendant plus d'1 an. Les vêtements dans l'armoire, les livres sur la table de nuit, les lunettes de lecture sur le bureau. Simone respectait ce besoin de préserver l'espace, cette illusion fragile que peut-être un jour Marguerite franchirait à nouveau le seuil de la porte. Mais au fond d'elle-même, l'ancienne couturière savait. Une mère ne disparaît pas ainsi, volontairement en laissant son enfant. Quelque chose de terrible s'était produit ce mardi de septembre. Claire termina son année de seconde avec des résultats en chute libre. Elle qui avait toujours été une élève brillante accumulait les absences, les devoirs non rendus, les regards perdus pendant les cours. Ses professeurs faisaient preuve de compréhension. Mais l'inquiétude grandissait. L'année suivante, en 1988, elle se ressaisit progressivement. Elle s'accrochait aux études comme à une bouée de sauvetage, un moyen d'échapper à la réalité. Elle passa son baccalauréat en 1989 avec mention, chose remarquable compte tenu des circonstances. Elle s'inscrivit ensuite en faculté de psychologie à Lyon 2, peut-être dans une tentative inconsciente de comprendre l'incompréhensible, de donner un sens au chaos émotionnel dans lequel elle évoluait. Alain Chevalier, le père de Claire, n'était qu'une présence sporadique et décevante. Après la disparition de Marguerite, il avait maintenu un contact minimal avec sa fille. Un déjeuner tous les 2 ou 3 mois, des conversations superficielles, un malaise palpable. Claire percevait chez lui quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Pas de la culpabilité évidente, mais une tension, un besoin de maintenir les distances. Lors d'un de leurs rares repas ensemble, en mars 1989, elle avait tenté de lui parler de sa mère, d'évoquer des souvenirs d'avant le divorce. Alain s'était renfermé immédiatement, avait détourné la conversation, était parti plus tôt que prévu en prétextant un rendez-vous professionnel. Après cet épisode, leurs rencontres s'espacèrent encore davantage. L'immeuble de la Montée Saint-Sébastien avait lui aussi été marqué par cette disparition. Les Mercier, le couple de retraités du 2e étage, évitaient de croiser le regard de Claire dans l'escalier, gênés, ne sachant quoi dire. Les Arnaud, la famille nombreuse du premier, avaient finalement déménagé en 1989 pour une maison plus grande à Villeurbanne. Le jeune couple d'enseignants du 4e était parti également, remplacé par une femme divorcée dans la quarantaine qui travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Les étudiants du 5e changeaient régulièrement, tournant des chambres de bonne sans jamais vraiment connaître l'histoire de l'immeuble. Henri Leclerc, lui, n'avait pas bougé. Toujours au 3e étage, appartement A, il poursuivait sa vie de routines immuables. Chaque matin, la boulangerie à 8 heures, le journal, le café, l'après-midi devant la radio, le soir, le journal télévisé. Et toujours, cette pratique solitaire de l'écriture dans ses cahiers. Il observait Claire grandir de loin, la croisait dans l'escalier, échangeait quelques mots polis. Il la voyait partir le matin pour la faculté, rentrer le soir avec ses livres. Il entendait à travers les murs les conversations entre la jeune femme et sa grand-mère, et il écrivait, consignait, notait. Les voisins le considéraient comme un homme étrange mais inoffensif.
toujours seule, jamais de visite, pas d'amis apparents. Sa seule famille connue était une nièce, Sylviane, fille de sa sœur décédée dans les années 70, qui venait le voir 2 ou 3 fois par an depuis Grenoble, où elle vivait avec son mari et leurs 2 enfants. Ces visites étaient brèves, cordiales, mais sans chaleur particulière. Sylviane s'assurait que son oncle allait bien, avait de quoi subvenir à ses besoins avec sa pension de retraite, puis repartait soulagée d'avoir accompli son devoir familial. En 1992, Simone Collet tomba gravement malade. Un cancer du poumon, diagnostiqué trop tard. Elle mourut en janvier 1993, laissant Claire, alors âgée de 21 ans, réellement seule. L'appartement, officiellement toujours au nom de Marguerite Fontaine disparue, mais non déclarée décédée, revint de fait à Claire. Elle avait terminé sa licence de psychologie et commençait un master. Pour payer le loyer et ses études, elle travaillait à temps partiel comme surveillante dans un collège de Lyon. Une vie précaire, solitaire, hantée par l'absence. Les années passèrent. 1994, 95, 96. Claire obtint son master, puis trouva un poste d'éducatrice spécialisée dans un centre pour adolescents en difficulté à Villeurbanne. Elle avait 25 ans et portait en elle un mélange de résilience et de tristesse qui ne la quittait jamais tout à fait. Elle n'avait pas vraiment d'amis proches, se méfiait instinctivement des relations trop intimes. Comment s'ouvrir complètement à quelqu'un quand on a vécu avec un tel mystère? Elle avait eu quelques relations amoureuses, brèves, insatisfaisantes. Les hommes finissaient toujours par partir, rebutés par cette part d'elle-même qu'elle ne pouvait partager, ce poids invisible qu'elle portait. L'inspecteur Garnier avait pris sa retraite en 1995. Le dossier Fontaine, parmi tant d'autres non résolus, était resté dans les archives du commissariat du 4e arrondissement. Périodiquement, Claire appelait pour savoir s'il y avait du nouveau. La réponse était toujours la même. Non, aucune piste nouvelle. Le dossier reste ouvert, mais en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas de réouverture active de l'enquête. En France, pour obtenir une déclaration d'absence puis de décès présumé, il fallait attendre 10 ans sans nouvelles. En 1997, 10 ans après la disparition, Claire aurait pu engager ces démarches. Elle ne le fit pas. Déclarer sa mère morte, même juridiquement, même symboliquement, c'était trop définitif. C'était abandonner l'espoir, si infime soit-il. Le quartier de la Croix-Rousse avait continué de se transformer. La gentrification s'accélérait. Les anciens appartements ouvriers étaient rénovés et vendus à des prix de plus en plus élevés. Des galeries d'art, des boutiques branchées remplaçaient les commerces traditionnels. La boulangerie du rez-de-chaussée, qui avait fermé en 1994, était devenue un café bio. Monsieur et Madame Mercier, les retraités du 2e étage, étaient répartis en maison de retraite en 1998. L'immeuble changeait, se vidait de ses anciens habitants, de sa mémoire. Henri Leclerc vieillissait. À 69 ans, en 1996, ses problèmes cardiaques s'aggravaient. Il descendait toujours acheter son pain le matin, mais plus lentement, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle. Son médecin lui avait prescrit toute une batterie de médicaments qu'il prenait religieusement. Sa nièce Sylviane commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle suggérait qu'il vende son appartement et vienne s'installer près d'elle à Grenoble, ou au moins dans une résidence pour personnes âgées avec services médicaux. Henri refusait catégoriquement. Il ne quitterait pas cet appartement. Pas encore. Il avait ses habitudes, ses repères et ses cahiers. Et des dizaines et des dizaines de cahiers entassés dans des cartons dans le placard de sa chambre, dans un coin du salon, et surtout dans le grenier de l'immeuble où il avait un petit espace de rangement depuis des années. Le printemps de l'année 2003 arriva avec ses promesses habituelles de renouveau. Lyon s'éveillait doucement, après un hiver particulièrement rigoureux. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or commençaient à bourgeonner. La Saône et le Rhône, gonflés par les pluies, reflétaient un ciel alternant nuages gris et éclaircies timides. Dans l'appartement de la Montée Saint-Sébastien, Claire Fontaine, désormais âgée de 32 ans, se préparait pour sa journée de travail au centre éducatif.
16 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de sa mère. Ces années de questions sans réponse, de deuil impossible, d'espoir qui s'amenuisait, mais ne s'éteignaient jamais complètement. Le vendredi 28 mars 2003, vers 6h30 du matin, Claire fut réveillée par un bruit inhabituel dans l'escalier. Des pas précipités, des voix inquiètes. Elle enfila une robe de chambre et ouvrit sa porte. L'infirmière du 4e étage, Valérie, descendait rapidement vers le 3e palier où elle frappa avec insistance à la porte de l'appartement A, celui d'Henri Leclerc. Pas de réponse. Elle se tourna vers Claire qui venait de sortir sur le palier. « Vous n'auriez pas vu Monsieur Leclerc ce matin ?» demanda Valérie, visiblement préoccupée. « Le boulanger m'a dit qu'il n'est pas descendu depuis 3 jours. Ce n'est pas normal. Il vient tous les matins à 8 heures précises depuis que je vis ici. » Claire sentit une appréhension sourde. Elle connaissait peu Henri, mais après toutes ces années de voisinage silencieux, une forme de lien ténu s'était créée. Il faisait partie des rares constantes de sa vie dans cet immeuble qui s'était tellement transformé. « Je ne l'ai pas vu non plus depuis plusieurs jours, » répondit Claire. « Vous pensez qu'il est malade ?» Valérie frappa à nouveau, plus fort. « Monsieur Leclerc, c'est Valérie, votre voisine. Tout va bien ?» Toujours aucune réponse. L'infirmière hésita, puis prit une décision. « Je vais appeler les pompiers. Avec ses problèmes cardiaques, on ne peut pas prendre de risques. » Les pompiers arrivèrent 20 minutes plus tard. Ils durent forcer la porte. Claire et Valérie attendaient sur le palier, anxieuses. Quelques minutes plus tard, un des pompiers ressortit, le visage grave. Il appela par radio pour demander la présence de la police et d'un médecin légiste. Henri Leclerc était mort, probablement depuis 2 à 3 jours, mort naturelle apparemment, dans son sommeil. Son cœur fatigué avait fini par lâcher. Les formalités administratives prirent plusieurs jours. La police vérifia qu'il n'y avait aucun signe de mort suspecte. Le médecin légiste confirma un arrêt cardiaque. Le corps fut transporté à la morgue, puis confié à des pompes funèbres. Sylviane, la nièce, fut contactée et arriva de Grenoble le lendemain. Elle était en larmes, accablée de culpabilité de ne pas être venue voir son oncle plus souvent, de ne pas avoir insisté pour qu'il se rapproche d'elle. Elle organisa des funérailles simples. Une poignée de personnes y assistèrent. Elle et son mari, quelques anciens collègues des postes qu'Henri avait connus il y a des décennies, Valérie l'infirmière, et Claire qui avait tenu à venir rendre hommage à cet homme discret qui avait vécu si longtemps près d'elle. Après l'enterrement au cimetière de Loyasse, Sylviane dut s'occuper de vider l'appartement de son oncle. Une tâche écrasante. Henri avait vécu là pendant plus de 40 ans, accumulant une vie entière d'objets, de papiers, de souvenirs. Elle prit quelques jours de congé et commença le tri avec son mari Bernard, un homme pragmatique et efficace. Ils gardèrent quelques photos de famille, quelques objets de valeur sentimentale. Le reste devait être trié, ce qui pouvait être donné à Emmaüs, ce qui devait être jeté. C'est en vidant les placards qu'ils découvrirent les cahiers. Des dizaines de cahiers à spirale, tous identiques, empilés avec soin. Bernard en ouvrit un au hasard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lut quelques lignes à voix haute. Sylviane s'approcha, intriguée. C'était l'écriture de son oncle, petite, serrée, régulière. Des pages et des pages d'annotations quotidiennes. Des entrées de journal intime. « Mon Dieu !» murmura Sylviane. Il tenait un journal. Elle réalisa rapidement l'ampleur de la chose. Il y avait des cahiers datant de 1963 jusqu'à mars 2003, quelques jours avant sa mort. 40 années de vie consignées méticuleusement. « Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» demanda Bernard, sceptique. « On ne va pas tout lire. Il y en a des centaines de pages. » Sylviane hésita. C'était l'intimité de son oncle, ses pensées privées. Avait-elle le droit de fouiller là-dedans ? Mais en même temps, cela faisait partie de sa succession, de son héritage. « Je vais en regarder quelques-uns », décida-t-elle. « On ne sait jamais. Il y a peut-être des informations importantes, des volontés qu'il n'aurait pas exprimées autrement. » Elle commença à feuilleter les cahiers les plus récents, les dernières années. Des notes sur la météo, les programmes de radio écoutés, les courses faites, les nouvelles du quartier.
Une existence solitaire racontée dans ses détails les plus banals. C'était à la fois fascinant et terriblement triste. Sylviane se surprit à pleurer en lisant ces lignes, réalisant à quel point son oncle avait été seul, à quel point elle avait été absente de sa vie. Le lundi suivant, ils attaquèrent le grenier. Chaque locataire de l'immeuble disposait d'un petit espace de rangement sous les toits, délimité par du grillage. L'espace d'Henri était dans un coin, poussiéreux, sombre. Bernard trouva l'interrupteur. Une ampoule nue éclaira faiblement les lieux. Il y avait des cartons, une vieille valise en cuir marron usée, une chaise cassée, un vélo rouillé. « Bon, on va tout descendre et trier en bas », soupira Bernard. Ils commencèrent à descendre les cartons. La valise était particulièrement lourde. Sylviane essaya de la soulever et grimaça. Qu'est-ce qu'il a pu mettre là-dedans? Elle l'ouvrit sur place. À l'intérieur, encore des cahiers. Des dizaines de cahiers soigneusement rangés, protégés de l'humidité du grenier. Mais ceux-ci semblaient différents, plus anciens. Elle en sortit un au hasard et lut la date sur la couverture. 1987. Son cœur fit un bond, l'année de la disparition de la voisine. L'histoire qu'elle connaissait vaguement, racontée en quelques phrases lors de ses rares visites chez son oncle. « Bernard », appela-t-elle d'une voix étrange, « je crois qu'il faut qu'on regarde ça de plus près. » Ils descendirent la valise dans l'appartement. Sylviane l'ouvrit complètement et étala les cahiers sur la table de la cuisine. Ils étaient classés chronologiquement, de 1963 à 1990. Pourquoi ces années-là étaient-elles dans le grenier et pas avec les autres? Sylviane prit le cahier de 1987 et commença à le feuilleter. Les premières pages décrivaient l'hiver, le printemps, l'été, des notations quotidiennes typiques du style de son oncle. Puis elle arriva à septembre. Le 15 septembre 1987, elle lut, et ce qu'elle lut la glaça. 7h15. Madame Fontaine part pour le travail. Bruit de clé, porte qui se ferme. J'ai vérifié par le Judas, comme d'habitude. Elle portait une jupe grise et un chemisier blanc, parapluie à la main. Le ciel est couvert. Sylviane continua de lire les pages suivantes. Le 16 septembre. La police est venue ce matin. Madame Fontaine a disparu, son sac retrouvé au parc de la Tête d'Or. Claire est effondrée, je l'entends pleurer à travers le mur, je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien dire. Ne rien dire? Ne rien dire de quoi? Sylviane tourna rapidement les pages. Le 17 septembre. Les enquêteurs m'ont interrogé, j'ai dit la vérité. Je l'ai entendu partir le matin, je ne l'ai pas entendu rentrer. Mais je ne leur ai pas parlé de la semaine dernière, de ce que j'ai vu lundi soir tard, de l'homme dans l'escalier, de la voix qui s'est élevée derrière sa porte. C'est sa vie privée. Je n'aurais pas dû regarder par le Judas ce soir-là. Je n'aurais pas dû écouter. Sylviane sentit sa respiration s'accélérer. Son oncle avait vu quelque chose, entendu quelque chose, et il ne l'avait jamais dit. Elle continua de lire fiévreusement. Les jours suivants, les semaines. Henri décrivait son tourment intérieur. Il se demandait s'il avait bien fait de garder le silence. Il se justifiait. Il écrivait que ce qu'il avait vu ne signifiait peut-être rien. Qu'il ne voulait pas causer de problème sans être sûr. Qu'il n'avait pas de preuves. Juste des observations fragmentaires, des bruits à travers un mur. « Bernard !» dit Sylviane d'une voix blanche. « Il faut qu'on appelle la police. Mon oncle savait quelque chose sur cette disparition. Il l'a écrit dans son journal, mais ne l'a jamais dit. » Le mardi 8 avril 2003, Sylviane se présenta au commissariat du 4e arrondissement avec la valise contenant les journaux intimes de son oncle. Elle demanda à parler à quelqu'un concernant une vieille affaire, la disparition de Marguerite Fontaine en 1987. La réceptionniste, surprise, fit quelques recherches dans l'ordinateur. Le dossier existait toujours, classé non résolu. Elle contacta le capitaine Marc Deveau, qui avait repris le service des affaires non élucidées 3 ans auparavant. Un homme de 52 ans, cheveux grisonnants, regard fatigué mais déterminé. Il avait consacré sa carrière au cold case, ces affaires froides qui hantent les familles et les enquêteurs.
Deveau reçut Sylviane dans son bureau encombré de dossiers. Elle expliqua la mort de son oncle Henri Leclerc, la découverte des journaux intimes, ce qu'elle avait lu dans le cahier de 1987. Le capitaine écouta attentivement, prit des notes, demanda à voir les cahiers. Il passa 2 heures à lire les passages pertinents, relevant les dates importantes, les observations d'Henri. Quand il releva la tête, son expression était grave. « Vous réalisez que ces journaux constituent potentiellement des éléments de preuve dans une enquête criminelle ?» dit-il calmement. « Je vais devoir les saisir officiellement. Vous allez devoir faire une déposition formelle sur les circonstances de leur découverte. »« Bien sûr, » répondit Sylviane. « Je veux juste savoir, est-ce que ça peut aider? Après tout ce temps, je ne peux rien promettre, » dit Deveau. Mais c'est la première piste concrète dans cette affaire depuis 16 ans. Je vais réouvrir le dossier officiellement. Le lendemain, mercredi 9 avril, Deveau frappa à la porte de Clairefontaine. Quand elle ouvrit et vit l'insigne de police, son visage se vida de ses couleurs. Après toutes ces années, un policier qui sonne à sa porte ne pouvait signifier qu'une chose. On avait trouvé un corps. On avait retrouvé sa mère. « Mademoiselle Fontaine, je suis le capitaine Deveau. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. » Claire le fit entrer dans le salon, le même salon où elle avait attendu toute la nuit en 1987. Elle s'assit, les mains tremblantes. « Vous l'avez retrouvé? »« Non, » dit Deveau doucement, « pas de cette manière. Mais nous avons de nouveaux éléments concernant sa disparition, des éléments qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est passé. » Il lui expliqua. Le décès d'Henri Leclerc, les journaux, les observations qu'il avait consignées. Claire écouta, incrédule. Henri, le voisin silencieux et effacé qu'elle croisait depuis des années dans l'escalier, il avait vu quelque chose, entendu quelque chose, et il n'avait jamais rien dit. Pendant 16 ans, il avait vécu à côté d'elle, l'avait vue grandir avec ce poids, cette incertitude, et il n'avait rien dit. Qu'est-ce qu'il a écrit exactement ? Demanda Claire, la voix durcie par une colère soudaine. Qu'est-ce qu'il a vu? Deveau choisit ses mots soigneusement. Il mentionne avoir vu un homme dans l'escalier le lundi 14 septembre 1987, la veille de la disparition de votre mère. Tard le soir, vers 22 heures. Cet homme est monté au 3e étage. Monsieur Leclerc a regardé par son Judas et l'a vu frapper à la porte de votre appartement. Votre mère a ouvert. Il décrit que l'homme est entré et qu'il a entendu des voix à travers le mur, une discussion qui semblait tendue. Il a décrit cet homme. Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Oui, taille moyenne, cheveux bruns, 40aine d'années, habillé d'un pantalon sombre et d'un blouson en cuir. Ça vous évoque quelqu'un? Claire ferma les yeux. Elle savait. Elle avait toujours su, au fond. Mon père, c'était mon père, Alain Chevalier. Deveau hocha lentement la tête. C'est ce que je pense aussi. La description correspond. Le fait que votre mère lui ait ouvert sans hésitation. Mais ce n'est pas tout. Il sortit une photocopie d'une page du journal. Monsieur Leclerc écrit que vers 23 heures, il a entendu la porte de votre appartement s'ouvrir et se refermer. Il a à nouveau regardé par le Judas. L'homme redescendait, seul. Votre mère ne l'accompagnait pas jusqu'à la porte. C'est inhabituel, non? Et puis il écrit « J'ai collé mon oreille au mur après son départ. Silence total. Pas de bruit de vaisselle, de télévision, de pas. Madame Fontaine est habituellement active jusqu'à minuit. Ce silence m'inquiète. » Claire prit la photocopie d'une main tremblante. Elle lut les mots écrits par Henri de sa petite écriture serrée. Des mots qui auraient pu, s'ils avaient été prononcés 16 ans plus tôt, changer le cours de l'enquête, changer sa vie. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi il n'a rien dit ?»« Il l'explique dans les jours suivants, » dit Deveau. Il écrit qu'il ne voulait pas accuser quelqu'un sans preuve, qu'il ne savait pas ce que cet homme était venu faire, que ce pouvait être une simple visite, une discussion, qu'il n'avait pas entendu de cris, de violence, juste des voix. Et puis il écrit aussi qu'il avait peur. Peur que si cet homme apprenait qu'il l'avait vu, qu'il était témoin, il pourrait devenir une cible. Il était lâche, dit Claire avec amertume. Peut-être,
dit Deveau. Ou peut-être qu'il était juste un homme seul, âgé, malade, qui ne voulait pas se mêler de quelque chose de dangereux. On ne peut plus lui demander. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est utiliser ces informations. Il sortit un autre document. J'ai ressorti tout le dossier de 1987. Votre père avait été interrogé à l'époque. Il prétendait être rentré chez lui vers 18 heures le mardi et ne pas être ressorti. Pas d'alibi vérifiable, mais nous n'avions aucune preuve qu'il soit lié à la disparition. Maintenant, nous savons qu'il était là la veille, qu'il a vu votre mère, qu'ils ont eu une discussion, c'est suffisant pour le réinterroger. Claire sentit quelque chose se briser en elle, la dernière illusion fragile qu'elle avait maintenue pendant toutes ces années, que peut-être sa mère était partie volontairement, qu'elle avait eu ses raisons, que quelque part, elle vivait une nouvelle vie. Mais non. Son père était impliqué. Elle le sentait maintenant avec une certitude absolue. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Toujours à Lyon. Il vit à Vèze, dans le même studio qu'en 1987. Il travaille toujours comme représentant commercial, même s'il approche de la retraite. Nous allons le convoquer demain. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle repensait à tous ses déjeuners forcés avec son père au fil des années, à son attitude distante, à sa réticence à parler de sa mère, à cette phrase qu'il avait dite le soir même de la disparition, quand elle l'avait appelé paniqué, elle a pris des affaires, et quand elle avait répondu non, alors elle va revenir, comme s'il savait, comme s'il était certain qu'elle ne reviendrait pas d'elle-même. Le jeudi 10 avril 2003, Alain Chevalier fut convoqué au commissariat. Il arriva à 14 heures, l'air fatigué et vieilli. À 69 ans, il traînait les pieds, ses cheveux étaient complètement blancs, son visage marqué par l'alcool et les années. Le capitaine Deveau le reçut dans une salle d'interrogatoire avec un autre enquêteur pour assister. L'entretien fut enregistré comme le prévoyait la procédure. « Monsieur Chevalier, nous rouvrons l'enquête sur la disparition de votre ex-épouse, Marguerite Fontaine, survenue le 16 septembre 1987. Nous avons de nouveaux éléments. » Alain haussa les épaules. « Après 16 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que j'ai déjà dit à l'époque? À l'époque, vous avez déclaré ne pas avoir vu Marguerite dans les jours précédant sa disparition. C'est exact? Oui, je n'avais aucun contact avec elle. On était divorcés depuis des années. Pourtant, nous avons un témoignage qui vous place dans son immeuble le lundi 14 septembre 1987, vers 22 heures. Vous êtes monté au 3e étage. Vous avez frappé à sa porte. Elle vous a ouvert. Vous êtes entré. Le visage d'Alain changea imperceptiblement. Un muscle se contracta près de sa mâchoire. Un témoignage? Quel témoignage? De qui? Cela n'a pas d'importance. Le témoin est fiable. Alors, vous confirmiez ou vous niez? Un long silence. Alain regardait la table, les mains croisées. Finalement, il releva la tête. D'accord, oui. J'y suis allé ce soir-là. Pourquoi ne pas l'avoir dit en 1987? Parce que ça n'avait aucun rapport avec sa disparition. Elle a disparu le lendemain, pas ce soir-là. Et je savais que si je disais que j'étais allé la voir, vous m'accuseriez automatiquement. Ex-mari violent, vous connaissez la chanson. Vous aviez une condamnation pour violence conjugale. Une seule fois, une fois en 15 ans de mariage. J'avais bu. Je l'ai poussée, elle est tombée, j'ai regretté immédiatement. Le juge m'a donné du sursis. Ça ne s'est jamais reproduit. Pourquoi êtes-vous allé la voir ce lundi soir? Alain soupira. Pour parler de Claire, elle allait avoir 17 ans. Je voulais discuter de son avenir, de ses études. Je voulais savoir si elle comptait faire des études supérieures, si elle aurait besoin d'argent. Je gagnais mieux ma vie qu'avant. Je voulais proposer de contribuer plus. Et Marguerite, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a dit que Claire s'en sortait très bien, qu'elle n'avait pas besoin de mon aide, que je n'avais jamais été là pour elle et qu'il était trop tard pour jouer au bon père. On s'est disputé. J'ai haussé le ton. Elle m'a demandé de partir. Je suis parti, c'est tout. À quelle heure êtes-vous parti? Vers 23 heures, je dirais, peut-être un peu avant. Et ensuite, je suis rentré chez moi, à Vèze. J'ai bu quelques bières, je me suis couché. Quelqu'un peut confirmer? Non, je vivais seul, vous le savez déjà. Le lendemain, le mardi, où étiez-vous?
J'avais des rendez-vous clients dans la région. Je vous ai déjà donné mon planning en 1987. Vous devez l'avoir dans votre dossier. Deveau feuilleta le dossier. Oui, vous prétendiez avoir eu des rendez-vous à Villefranche-sur-Saône le matin et à l'Arbresle l'après-midi. Mais aucun de vos clients n'a pu confirmer formellement ces rendez-vous quand nous les avons contactés. Ça fait 16 ans. Comment voulez-vous que des gens se souviennent d'un rendez-vous commercial banal 16 ans après? Le soir du mardi 16 septembre, votre fille vous a appelé pour dire que sa mère n'était pas rentrée. Vous vous souvenez de votre réaction? Bien sûr que je m'en souviens. J'étais inquiet. Vous lui avez demandé si sa mère avait pris des affaires. Pourquoi cette question? Alain hésita. Je ne sais pas. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Si elle avait pris des affaires, ça voulait dire qu'elle était partie volontairement. Et quand Claire vous a dit que non, vous avez répondu « alors elle va revenir ». Qu'est-ce que vous vouliez dire? Que si elle n'était pas partie volontairement, elle allait forcément revenir, c'est logique, non? Deveau le fixa longuement. Ou alors vous saviez qu'elle ne reviendrait jamais? Je ne savais rien du tout. Je ne sais toujours rien. Je n'ai rien à voir avec ce qui lui est arrivé. L'interrogatoire continua pendant 3 heures. Deveau poussa, insista, revint sur chaque détail. Mais Alain tenait sa version. Il était allé voir Marguerite le lundi soir. Ils s'étaient disputés. Il était parti. Il ne l'avait plus revue. Il ne savait pas ce qui s'était passé le lendemain. Sans preuve matérielle, sans aveu, il ne pouvait rien faire de plus. Deveau dut le laisser partir, mais l'avertit de rester disponible. Dans les jours qui suivirent, Deveau éplucha chaque page des journaux d'Henri Leclerc pour l'année 1987. Pas seulement septembre, mais tous les mois précédents. Il cherchait un pattern, des détails que l'ancien voisin aurait pu noter sur les habitudes de Marguerite, sur les visites qu'elle recevait, sur sa vie quotidienne. Et il trouva. En août 1987, Henri avait noté plusieurs fois. Madame Fontaine rentre tard ces derniers temps, vers 20h, 20h30. D'habitude, elle rentre à 18h. Je me demande si elle a changé d'emploi du temps à l'école. En juillet, Madame Fontaine a reçu plusieurs coups de téléphone ces dernières semaines. Je les entends sonner à travers le mur. Des appels qui viennent tard le soir, après 22h. Elle décroche toujours rapidement. Les conversations sont brèves. Je ne peux pas entendre ce qu'elle dit, mais son ton semble tendu. En juin. Monsieur Chevalier est venu hier soir. C'est la 3e fois ce mois-ci. Leur voix s'élève toujours. J'entends le mot argent plusieurs fois, le mot clair aussi. Et un autre mot que je n'arrive pas à saisir clairement. Quelque chose comme danger ou engagé. Madame Fontaine semble effrayée. Deveau relut ce passage plusieurs fois. Danger? Engagé? Qu'est-ce que cela signifiait? Il continua de lire. En mai, je ne veux pas être indiscret, mais je m'inquiète pour Madame Fontaine. Ce matin, en croisant Claire dans l'escalier, je lui ai demandé si tout allait bien chez elle. Elle m'a regardé bizarrement et a dit « oui ». Pourquoi? Je n'ai pas insisté. Ce n'est pas ma place. Deveau se pencha en arrière dans son fauteuil. Il y avait quelque chose, une tension croissante au printemps et en été 1987, des visites répétées d'Alain, des disputes. De l'argent, du danger, et puis le 14 septembre, une dernière visite, et le 16, la disparition. Il décida d'interroger à nouveau Claire. Peut-être qu'avec ces nouvelles informations, elle pourrait se souvenir de détails qu'elle avait oubliés ou jugés, sans importance. Il la convoqua le mardi 15 avril. Claire, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous fassiez un effort de mémoire. L'été 1987, est-ce que votre père venait souvent voir votre mère? Claire réfléchit. Je ne sais pas exactement. Je passais beaucoup de temps chez des amis cet été-là. Je rentrais souvent le soir, pour dîner et dormir, mais je n'étais pas toujours là. Pourquoi? Le voisin note plusieurs visites de votre père entre juin et septembre. Est-ce que votre mère vous en a parlé? Non. Enfin, elle était préoccupée cet été-là. Je m'en souviens maintenant. Elle était souvent distraite, au téléphone plus souvent, mais elle ne m'a rien dit de précis. Est-ce que votre père avait des problèmes d'argent à cette époque? Je ne sais pas.
Il ne me parlait jamais de ça, mais... attendez. Claire fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. En juillet, je me souviens que maman a reçu un coup de fil un soir. Elle était dans sa chambre, porte fermée. J'étais dans le couloir. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Je ne peux pas te donner cet argent et tu as déjà eu ta part avec le divorce ». C'était forcément mon père. Elle ne parlait à personne d'autre d'argent. Combien d'argent? Je ne sais pas. Elle n'a jamais mentionné de montant devant moi. Deveau nota. Il devait vérifier les finances d'Alain en 1987. Peut-être avait-il des dettes, des problèmes avec son employeur? Il contacta l'entreprise pour laquelle Alain travaillait à l'époque. Après quelques recherches dans leurs archives, la responsable des ressources humaines lui apprit qu'Alain Chevalier avait effectivement eu des problèmes en 1987. Il devait de l'argent à l'entreprise, des avances sur frais qu'il n'avait pas justifiées. L'entreprise avait menacé de le licencier s'il ne remboursait pas. Le montant, 20 000 francs. Une somme importante pour l'époque. Deveau retourna voir Alain, cette fois avec un mandat de perquisition pour son domicile. Alain protesta, mais dut laisser les enquêteurs fouiller son studio. C'était un endroit sombre et étroit, mal entretenu, sentant le tabac froid et l'alcool. Dans un tiroir du bureau, Deveau trouva une vieille boîte à chaussures contenant des papiers personnels, des factures anciennes, des lettres, et au fond une enveloppe. À l'intérieur, une police d'assurance vie datant de 1970. Souscripteur, Alain Chevalier, assuré. Marguerite Chevalier, née Collet. Bénéficiaire en cas de décès, Alain Chevalier. Montant, 100 000 francs. Cette assurance, dit Deveau en brandissant le document, elle était toujours active en 1987? Alain pâlit. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez pas d'une assurance vie de 100 000 francs sur votre ex-femme? C'était souscrit quand on était mariés, pour protéger la famille en cas de décès de l'un de nous. Après le divorce, j'ai oublié. J'ai arrêté de payer les primes. Deveau vérifia auprès de la compagnie d'assurance. Après consultation de leurs archives, ils confirmèrent les primes avaient été payées jusqu'en juin 1987. Puis plus rien. Alain avait cessé de payer juste après. Mais la police restait techniquement active pendant 6 mois après le dernier paiement avant d'être résiliée. Ce qui signifiait qu'en septembre 1987, au moment de la disparition, l'assurance était toujours valide. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Alain avait des dettes importantes. Il avait une assurance vie sur Marguerite qui pourrait lui rapporter 100 000 francs. Il était venu la voir plusieurs fois durant l'été pour lui demander de l'argent. Elle avait refusé. Le 14 septembre, il était venu une dernière fois. Ils s'étaient disputés violemment selon Henri. Le lendemain, Marguerite disparaissait. Mais il manquait toujours l'élément crucial. Un corps, une preuve matérielle, un aveu. Deveau convoqua à nouveau Alain le 23 avril. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus lourde, plus menaçante. Deveau posa sur la table les documents. Les notes d'Henri, les preuves des dettes, la police d'assurance vie. Monsieur Chevalier, je vais vous exposer ce que je pense s'être passé. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous aviez des dettes importantes. 20 000 francs envers votre employeur. Vous risquiez votre emploi. Vous aviez besoin d'argent rapidement. Vous vous êtes souvenu de cette assurance vie souscrite pendant votre mariage. Marguerite était toujours assurée et vous étiez toujours bénéficiaire. 100 000 francs en cas de décès. De quoi résoudre tous vos problèmes. Vous êtes allé voir Marguerite plusieurs fois durant l'été pour lui demander de l'argent. Elle a refusé. Alors, vous avez décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Le 14 septembre au soir, vous êtes allé la voir une dernière fois, non pas pour parler de Claire, mais pour tenter une ultime fois de la convaincre. Elle a refusé. Vous l'avez tuée. Puis, vous avez fait disparaître son corps. Alain écouta sans broncher. Puis il secoua lentement la tête. Vous vous trompez complètement. Je ne l'ai pas tuée. Alors expliquez-moi. Expliquez-moi cette coïncidence extraordinaire. Vous êtes couvert de dettes. Vous avez une assurance sur elle. Elle disparaît. Son sac est retrouvé dans un parc comme si elle était morte. Mais pas de corps. Pas de corps. Pas de déclaration de décès.
pas d'assurance payée. Vous avez attendu. Vous avez attendu 10 ans comme la loi l'exige. Mais Claire n'a jamais fait la démarche de faire déclarer sa mère décédée. Alors, vous n'avez jamais pu toucher cet argent. Tout ça pour rien. Alain baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix à peine audible, il dit « Elle n'est pas morte ». Deveau se figea. « Quoi ?»« Marguerite, elle n'est pas morte. Je ne l'ai pas tuée. Elle est partie. »« Partie ? Partie où ?» Alain releva la tête. Ses yeux étaient rouges. « Je ne sais pas exactement. Elle ne me l'a pas dit. Mais ce soir-là, le 14 septembre, quand je suis allé la voir, on s'est effectivement disputé. Je lui ai demandé de l'argent. Elle a refusé. J'ai perdu mon sang-froid. Je l'ai empoignée, je l'ai secouée. J'ai menacé de lui faire du mal si elle ne m'aidait pas. Elle avait peur. Je le voyais dans ses yeux. Une peur que je ne lui avais jamais vue avant. Et puis elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit « Si tu me fais du mal, si quelque chose m'arrive, tout le monde saura que c'est toi. » J'ai tout préparé. J'ai écrit une lettre. Elle est chez quelqu'un de confiance. Si je disparais, cette lettre ira à la police. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans cette lettre. Elle a dit que c'était tout. Toutes les fois où je l'avais frappée pendant le mariage, les menaces après le divorce, les coups de fil la nuit, les visites pour réclamer de l'argent. Tout, avec des dates, des détails. J'ai eu peur. J'ai compris qu'elle était sérieuse, que si je la touchais, j'irais en prison. Alors, je suis parti. Je suis parti et je l'ai laissée vivante. Et le lendemain ? Le lendemain, quand Claire m'a appelé pour me dire qu'elle avait disparu, j'ai compris. Marguerite était partie. Elle avait mis son plan à exécution. Elle avait disparu pour m'échapper, pour échapper à moi. Elle savait que j'avais besoin d'argent, que j'étais désespéré, que j'étais dangereux. Alors elle est partie. Elle a tout organisé. Le sac dans le parc, c'était pour faire croire à un accident, à un crime, pour que je sois suspecté, pour que je ne puisse jamais la retrouver sans me faire arrêter. Deveau l'écouta, incrédule. Vous attendez de moi que je croie que Marguerite Fontaine a abandonné sa fille de 16 ans, son travail, sa vie entière, juste pour vous échapper? Qu'elle a fait croire à sa propre mort? Je sais que ça paraît fou, mais c'est la vérité. Elle avait tellement peur de moi. Et elle avait raison. Si elle était restée, si elle m'avait continué à me refuser cet argent, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que je l'aurais vraiment tuée. Elle le savait. Elle m'a devancé. Cette lettre dont elle parlait. Vous l'avez cherchée? Oui. Pendant des années. Je me suis demandé si elle existait vraiment ou si c'était un bluff, mais je n'ai jamais rien trouvé, et la police ne l'a jamais reçue non plus. Alors soit elle n'a jamais existé, soit Marguerite l'a emportée avec elle. Deveau passa les jours suivants à vérifier cette version. Était-il possible qu'une femme disparaisse volontairement ainsi? Il retourna voir Claire pour lui poser la question délicate. Sa mère avait-elle des économies, un endroit où elle aurait pu se réfugier? Claire, dévastée par ces révélations successives, fouilla dans ses souvenirs. Maman avait un compte d'épargne. Je m'en souviens parce qu'elle m'en parlait parfois. Elle disait qu'elle mettait de l'argent de côté pour mes études. Après sa disparition, j'ai essayé d'accéder à ce compte, mais la banque m'a dit qu'il avait été vidé la veille de sa disparition, le lundi 14 septembre. Elle avait retiré tout l'argent en liquide, environ 15 000 francs. J'ai pensé à l'époque que peut-être quelqu'un l'avait forcé, mais maintenant tout prenait sens. Marguerite avait retiré son argent. Elle avait laissé son sac dans le parc pour simuler un crime. Elle avait disparu. Mais où était-elle allée? Deveau élargit ses recherches. Il contacta des polices d'autres villes, d'autres régions. Il chercha des femmes correspondant au signalement de Marguerite qui auraient pu apparaître ailleurs, en France, sous un nouveau nom. C'était une tâche immense, presque impossible. Puis le 12 mai 2003, il reçut un appel. Une femme. Elle parlait doucement, prudemment. Elle dit qu'elle avait lu un article dans Le Progrès sur la réouverture de l'affaire Fontaine. Elle avait des informations. Deveau accepta de la rencontrer. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café du 5e arrondissement. La femme qui arriva avait environ 55 ans. Cheveux courts, poivre et sel, lunettes discrètes, vêtements simples.
Elle s'assit en face de Deveau et commanda un café. Puis elle dit « Je m'appelle Martine Blanchard, mais ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom est Marguerite Fontaine. » Deveau resta sans voix. La femme continua. « J'ai lu que mon ex-mari avait été interrogé, que vous saviez qu'il était venu me voir, que vous aviez trouvé l'assurance vie. J'ai compris qu'il était temps de dire la vérité. Je ne peux plus laisser ma fille souffrir. Elle mérite de savoir. »« Vous êtes vivante, » murmura Deveau, encore incrédule. « Oui, je suis désolé. Pour Claire, pour toutes ces années. Mais je n'avais pas le choix. Alain allait me tuer. J'en étais certaine. » Elle raconta tout. Les mois de harcèlement, les menaces, les visites nocturnes où il exigeait de l'argent, la peur grandissante, la certitude qu'un jour, il passerait à l'acte. Elle avait commencé à préparer sa fuite en juillet. Elle avait contacté une ancienne amie de faculté, installée à Marseille, qui avait accepté de l'aider. Elle avait retiré son argent. Le mardi 16 septembre, au lieu de rentrer chez elle, elle était descendue du bus au parc de la Tête d'Or. Elle avait posé son sac sur le banc. Elle avait marché jusqu'à la gare de la Part-Dieu. Elle avait pris le train pour Marseille. Son amie l'attendait. Elle l'avait hébergée le temps qu'elle trouve un travail sous un faux nom, un petit appartement. Elle avait reconstruit une vie sans Alain, une vie en sécurité. « Mais Claire, » dit Deveau, « votre fille. » Les larmes coulèrent sur les joues de Marguerite. C'était la chose la plus difficile de ma vie, l'abandonner. Mais elle avait 16 ans, presque majeure. Ma mère était encore en vie à l'époque. Je savais qu'elle s'occuperait d'elle. Et surtout, tant qu'Alain me croyait morte, tant que j'étais hors de sa portée, Claire était en sécurité. S'il m'avait trouvée, s'il avait su que j'étais parti, il aurait pu s'en prendre à elle pour me punir. En disparaissant complètement, en le laissant suspecter, je la protégeais. Elle a le droit de savoir. Elle a le droit de vous voir. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Je veux la voir, si elle veut bien de moi. » Le 16 mai 2003, dans un bureau du commissariat, Claire et Marguerite se retrouvèrent. 16 ans. 16 années de silence, de douleur, de questions. Elles restèrent d'abord à distance, se regardant comme si elles craignaient que l'autre disparaisse à nouveau. Puis Claire fit un pas, puis un autre. Et elles s'étreignirent, pleurant toutes les deux, sans mots, juste des larmes qui lavaient les années perdues. Les jours suivants furent consacrés aux explications, aux récriminations, aux pardons difficiles. Claire était en colère. Comment sa mère avait-elle pu la laisser? Marguerite expliqua encore et encore. La peur, l'impossibilité de l'emmener sans éveiller les soupçons. La certitude qu'elle serait mieux avec sa grand-mère que dans une fuite perpétuelle. Progressivement, douloureusement, elles réapprirent à se connaître. Deux femmes qui avaient grandi séparément, mais qui étaient liées par un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. Quant à Alain Chevalier, il fut poursuivi pour harcèlement, menaces et tentatives d'extorsion. Sans meurtre, les charges étaient limitées. Il plaida coupable et fut condamné à 3 ans de prison, avec sursis et obligation de soins psychologiques. Il n'essaya jamais de voir Claire après le procès. Il mourut 6 ans plus tard, en 2009, d'une cirrhose. Claire n'alla pas à son enterrement. Henri Leclerc, dans sa tombe au cimetière de Loyasse, garda ses secrets. Sa nièce Sylviane fit don de la plupart de ses journaux intimes aux archives municipales de Lyon, après avoir noirci certains passages trop personnels. Ces cahiers témoignent désormais d'une époque, d'un quartier, d'une vie ordinaire qui avait croisé l'extraordinaire. Cette affaire nous montre comment la peur peut pousser une personne à des décisions extrêmes, et comment le silence d'un témoin peut changer le cours d'une vie entière. Marguerite Fontaine a choisi de disparaître pour survivre, laissant derrière elle une fille qu'elle aimait, mais qu'elle ne pouvait protéger autrement. Henri Leclerc a choisi le silence, par peur et par prudence, créant 16 années de souffrance inutile. Mais finalement, ce sont ces mots, écrits à l'encre bleue dans un cahier défraîchi, qui ont permis à une mère et sa fille de se retrouver. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait les mêmes choix à leur place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces cas complexes de la nature humaine.